pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Hier, placée au cœur des grands projets européens, l'urgence climatique a subitement disparu des discours. Les dirigeants ont choisi de nourrir une autre ambition, investir massivement dans la défense pour faire face à la Russie et satisfaire les exigences de M. Donald Trump. Mais, alors que l'économie tourne au ralenti, qui paiera le prix de ce keynésianisme militaire ? L'Europe martiale, une bombe antisociale, par Frédéric Le Baron, professeur de sociologie à l'École normale supérieure Paris-Saclay, et Pierre Rimbert. Le Monde diplomatique, mars 2025, lu par Thibaut Delavigne. Soudain, le vertige. Pour les dirigeants des nations et des institutions européennes, la réélection de M. Donald Trump produit l'effet d'un saut à l'élastique sans élastique. Le 9 février dernier, le président américain repostait sans commentaire sur son réseau Truth Social une citation de M. Vladimir Poutine à leur propos. Je cite « Vous verrez, tous se tiendront bientôt au pied du maître en remuant doucement la queue. » Fin de citation. M. Trump aime humilier le vieux continent, un espace à ses yeux décadent où voisinent sybarites dépensiers et jansénistes mercantilistes qui tous rechignent à payer le juste prix du parapluie militaire. La volonté américaine de conclure un deal avec Moscou anéantit la seule caution qui crédibilisait l'engagement inconditionnel de Bruxelles aux côtés de l'Ukraine dans sa guerre défensive contre la Russie. Sans les dollars et les canons des États-Unis, les déclarations bravaches de Mme Ursula von der Leyen « Il faut que Poutine perde cette guerre », expliquait la présidente de la Commission européenne en septembre 2022, apparaissent en effet comme un déplacement d'air insignifiant. Comment une Union européenne endettée, divisée, économiquement et militairement flageolante peut-elle concilier soutien indéfectible au président ukrainien et bonne grâce de M. Trump ? La réponse tient en deux mots, keynésianisme militaire, ou comment s'endetter pour remplir ses arsenaux d'armes américaines, puis faire payer l'addition aux populations par une cure d'austérité. Si la prophétie de M. Poutine, fort peu diplomatiquement relayée par M. Trump, attend encore son accomplissement, plusieurs responsables politiques ont d'ores et déjà plié le genou devant une exigence du nouveau maître de la Maison-Blanche. Le 7 janvier, ce dernier avait estimé que les pays membres de l'OTAN devraient désormais consacrer à leur défense non plus 2, mais 5% de leur PIB. Peu après, s'ébranlait la procession des pénitents. Le ministre des Affaires étrangères lituanien saluait une pression positive et constructive de la part de notre allié stratégique principal au sein de l'OTAN. Suivi de peu par le Premier ministre estonien, « Je souscris pleinement, notre objectif devrait s'élever à 5%, dans le Financial Times du 27 janvier. Dans une tribune publiée par le New York Times le 3 février, M. Radoslav Sikorski s'employait à amadouer le président américain. « Je suis le ministre des Affaires étrangères polonais. L'Europe a bien reçu le message. La Pologne consacre près de 5% de son PIB à la défense, soit la proportion la plus élevée de l'OTAN. Nous sommes devenus l'un des plus importants clients de l'industrie militaire américaine, avec des dizaines de milliards de commandes depuis 2022, déclarait-il dans le New York Times du 3 février. En novembre dernier, une semaine après la réélection de M. Trump et avant même d'engager des négociations, la présidente de la Commission européenne cajolait le vainqueur. Nous recevons encore beaucoup de GNL, de gaz naturel liquéfié de la Russie. Pourquoi ne pas le remplacer par du GNL américain, qui est moins cher pour nous et fait baisser nos prix de l'énergie ? Sur le volet militaire, en revanche, inutile de convaincre Mme von der Leyen. Décidée dès juin 2024 à investir 500 milliards d'euros dans la défense de l'Union européenne au cours de la décennie suivante. Elle promettait le 3 février de créer des nouvelles flexibilités, plus d'espace budgétaire pour les investissements de défense. Vous devrez apprendre le russe. L'invasion de l'Ukraine par la Russie et le climat de guerre froide entretenu par les médias et la classe dirigeante européenne ont convaincu les États les plus frugaux que l'heure avait sonné de passer à la caisse. Danemark, Finlande, Allemagne se disent désormais prêts à discuter. La publication ce mois-ci du livre blanc sur la défense européenne devrait stimuler leurs réflexions. Cette inscription des dépenses militaires au premier rang des priorités se nourrit également des exhortations paniquées de M. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN et ancien Premier ministre libéral néerlandais. Il déclarait le 13 janvier « Si vous n'allouez pas beaucoup plus d'argent aux besoins militaires que les 2% actuels du PIB, vous devrez apprendre le russe dans 4 ou 5 ans ou aller vivre en Nouvelle-Zélande. »
Début 2017, quand M. Trump fit sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, la réprobation internationale avait encouragé les Européens à placer la transition écologique au centre de leur stratégie. « Make our planet great again », s'exclamait alors M. Emmanuel Macron. 8 ans plus tard, la soif de dépenses militaires supplante le souci de la Terre. L'honorabilité politique se mesure désormais en pourcentage de PIB consacré à l'achat d'armes et de munitions. Dans un éditorial du 23 janvier qui tout à la fois reflète et entérine ce tournant, Le Monde rend grâce au président américain d'avoir ouvert les yeux des cigales européennes. Je cite « Il faut reconnaître à Donald Trump un mérite. Les menaces agitées pendant son premier mandat à l'égard de ses partenaires de l'OTAN ont fini par porter leurs fruits. Aujourd'hui, 23 des 32 membres de l'Alliance Atlantique consacrent au moins 2% de leur PIB aux dépenses de défense. Or, le président Trump évoque aujourd'hui le chiffre de 5%. Conclusion, il va falloir augmenter les dépenses de défense. Les plus audacieux glissent au passage que cela impliquera des sacrifices budgétaires douloureux. Tout cela prend trop de temps. Le moment est venu de passer à la pratique et à l'indispensable pédagogie auprès des électeurs. » Fin de citation. Pédagogie. Depuis 4 décennies, l'usage de ce mot dans les grands médias annonce la rigueur. Désindustrialisation, vive la crise dans les années 1980, austérité, pédagogie de l'euro dans les années 90, naturalisation du libéralisme, pédagogie du oui au traité de constitution européenne en 2005. À présent, pédagogie de la guerre. Elle coûtera cher. Pour l'Union européenne, allouer non plus 2%, mais 5% du PIB aux armées signifierait une hausse annuelle de 516 milliards d'euros à PIB constant et pour la seule France, une hausse de 90 milliards d'euros. Le budget de la défense passerait alors à 140 milliards d'euros contre moins de 50 milliards en 2024 et moins de 33 milliards en 2017. Bien au-dessus du budget de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche réunis, soit environ 100 milliards en 2024. Il s'agirait non d'un changement d'échelle, mais d'une transformation qualitative, une militarisation des sociétés européennes. Au moment où pourrait s'achever un conflit qui a tué et blessé des centaines de milliers d'Ukrainiens et de Russes, sans percée significative d'un côté ou de l'autre, les dirigeants de l'Union abandonnent le discours sur les dividendes de la paix. Ce dernier structurait l'identité européenne depuis la fin de la guerre froide en 1991. Dans les pas de Montesquieu, pour qui l'effet naturel du commerce est de porter à la paix, l'Europe, pensée comme une zone de libre-échange ouverte sur le monde, voyait dans le négoce de biens et services la meilleure garantie contre l'agressivité guerrière des empires. Contre les évidences historiques, de nombreux idéologues libéraux avaient tenté d'accréditer l'idée que l'extension des marchés s'accompagnait nécessairement d'une baisse de la conflictualité internationale. Le lien entre impérialisme, y compris militaire et idéologico-religieux, et mondialisation capitaliste constitue pourtant une donnée solide de l'histoire globale. Le premier âge du capitalisme, entre 1415 et 1763, restera celui du commerce forcé et déloyal, de l'échange inégal et des conquêtes. Au XXe siècle, la fin des empires coloniaux, longtemps rivaux et fréquemment en conflit, ne provoqua pas la pacification des relations internationales. Les puissances dominantes, États-Unis en tête, s'imposent autant par la force militaire que par l'idéologie, le commerce, la monnaie et la finance. Faute de langue, de culture ou d'histoire commune, sous la dépendance idéologique et économique étroite des États-Unis et, sur le plan énergétique de la Russie, l'Union européenne s'identifiait au début du XXIe siècle à un libéralisme à la fois économique et politique porté par des valeurs universalistes. La paix, la démocratie, les droits humains et, chez les plus progressistes, à l'État-providence, à la transition écologique, avec pour conséquence palpable un niveau de bien-être, de normes sociales et environnementales relativement plus élevées qu'ailleurs. La séquence se clôt. Désormais, une partie non négligeable des écologistes et sociodémocrates européens, qui avaient le plus clairement porté ce discours, réorganisent en catastrophe leur credo. Europe sera le nom de l'affirmation idéologique et militaire des démocraties contre la Russie. Comme les Verts allemands ou les sociodémocrates polonais, M. Raphaël Glucksmann, député européen Place Publique, allié du Parti socialiste et tête de liste de cette formation lors des élections européennes de juin dernier, l'exprime clairement. Il y a une leçon à tirer, oui. Donald Trump a raison quand il dit qu'il faut qu'on augmente nos dépenses de défense. Une cité, un pays qui n'est pas capable d'assurer lui-même sa sécurité n'est pas libre. Et donc on a 500 milliards à trouver pour construire la défense européenne. C'est ce dont je m'occupe au Parlement européen, sur BFM TV le 24 janvier. Bruxelles et les libéraux parient que le désengagement américain favorisera l'éclosion de l'Europe puissance. Ce sera enfin, espère-t-il, leur victoire d'Austerlitz.
Les divisions entre États membres et leur stagnation économique augurent plutôt d'un Waterloo, car le grand réarmement soulève la question de son financement. Qui, en définitive, paiera? Une réponse qui exigera beaucoup de pédagogie plane déjà sur les pays baltes. Le Premier ministre estonien, Kristen Michal, a évoqué de manière vague des coupes budgétaires dans les services publics. Avec la stagnation économique, notait un dirigeant de l'opposition, ils n'ont pas de plan crédible pour atteindre 6% du PIB. Emprunter le montant correspondant reviendrait à réécrire le contrat social, dans le Financial Times du 27 janvier. Un impôt militaire versé aux États-Unis. Magiquement, le keynésianisme de guerre rend en effet possible ce que le discours d'austérité décrète plus que jamais impossible, accroître massivement les dépenses publiques tout en prônant leur réduction rapide. Élus et hauts fonctionnaires rivalisent d'inventivité financière, grand emprunt, confiscation des avoirs russes, etc., et citent en exemple l'urgence sanitaire pour expliquer que l'enjeu militaire vaut bien une énième entorse à leur dogme. Comme l'ont compris les néoconservateurs les plus conséquents, il s'agit d'opérer la bascule entre une Europe jugée encore trop protectrice et une Europe spartiate, prête à affronter un adversaire russe à la puissance fantasmée. Légitimer la destruction de la protection sociale par la construction d'une protection militaire, M. Rutte l'a formulé sans embâche à Bruxelles devant les ministres de la Défense des pays de l'OTAN. Il est urgent d'agir. Pour protéger notre liberté, notre prospérité et notre mode de vie, vos responsables politiques doivent vous écouter. Dites-leur que vous acceptez de faire des sacrifices aujourd'hui pour que nous puissions rester en sécurité demain. L'homme parle d'expérience. Avant de diriger l'Alliance Atlantique, M. Rutte avait, au début des années 2010, conduit, en tant que Premier ministre, des politiques d'austérité drastiques aux Pays-Bas. Arrasement des dépenses éducatives, de santé et des subventions à la culture, augmentation de l'âge de départ à la retraite à 67 ans, réduction des allocations de chômage, hausse de la TVA, gel des salaires des fonctionnaires. Les exigences commerciales de M. Trump et l'empressement des dirigeants européens à y faire droit torpillent enfin l'éternel argument du développement local d'une industrie qui garantirait son autonomie stratégique au vieux continent. Car une part écrasante des dépenses militaires engagées en Europe pour vaincre l'hydre russe se transforme en subventions directes aux fabricants d'armes américains qui trustent les 5 premières places du palmarès mondial des marchands de matériel et de services militaires. Au total, 55% des importations d'armes par les États européens sur la période 2019-2023 proviennent des États-Unis, contre 35% sur la période 2014-2018, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI. Le retour de M. Trump dans le bureau ovale ne risque pas d'inverser la tendance. Ainsi, au nom de la sécurité, les chefs d'État et de gouvernement s'apprêtent à instituer un impôt militaire déguisé dont la perception s'opérera aux dépens de la protection sociale, et qui profitera majoritairement aux industriels d'un pays dont le dirigeant menace de s'emparer d'un territoire associé à l'Europe, le Groenland. Un supplément corsera l'addition. Le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, a annoncé qu'en cas d'accord de paix, la part écrasante de l'aide future à l'Ukraine, militaire ou civile, létale et non-létale, incomberait à l'Europe, dans le New York Times du 12 février. À ce jour, ces choix cruciaux n'ont pas fait l'objet de délibérations démocratiques. Médias et élus se gardent d'exposer publiquement les conséquences concrètes du keynésianisme de guerre, en attendant de trouver la bonne pédagogie. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.